Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà fait la réflexion en lisant une phrase un peu longue. Soit elle est parfaitement fluide, soit elle est lourde, répétitive. Pénible à lire même. Exactement. D'où vient cette différence? Aujourd'hui, on plonge dans la salle des machines de la langue française. Imaginez que chaque phrase est une construction en Lego. Ah, j'aime bien cette image. Nos sources du jour, elles, sont comme le plan de montage. Elles nous montrent les briques de base, mais surtout ces petites pièces spéciales, les connecteurs, qui font toute la différence. C'est exactement ça. On va s'intéresser à deux choses. D'abord la brique fondamentale, ce que les grammairiens appellent le groupe nominal. D'accord? C'est le cœur de presque tout ce qu'on dit. Et ensuite, on va examiner ces fameuses pièces de connexion, les pronoms relatifs. Ce sont des outils d'une efficacité redoutable pour lier nos idées. Et pour éviter de se répéter, j'imagine. Surtout, pour éviter d'avoir l'air de se répéter constamment. Le but du jeu est donc de voir comment ces éléments s'emboîtent, pas juste pour réviser sa grammaire, mais pour comprendre le génie qui se cache derrière une phrase bien tournée. Allez, on ouvre la boîte. Allons-y. Commençons par la base, la brique la plus simple. Les documents appellent ça le groupe nominal. Qu'est-ce que c'est au fond? Au fond, c'est l'unité de sens minimale autour d'un objet ou d'une idée. Dans sa forme la plus pure, c'est ce que la source nomme le groupe nominal minimal, D'accord, minimal, c'est-à-dire c'est-à-dire un duo, un déterminant et un nom. L'exemple donné est une maison. une maison. Voilà, le nom maison, c'est la brique elle-même, l'objet. Et le déterminant une, c'est un peu comme sa couleur. Il donne des informations cruciales. Il nous dit que c'est féminin et singulier. C'est ça. Attendez, une question me vient. Le nom maison, il est déjà féminin en soi. Pourquoi on a besoin de une pour nous le redire? Ce n'est pas un peu redondant? C'est une excellente question. Et ça touche au cœur du système. En fait, ce n'est pas de la redondance, c'est de la cohérence. Ah, Le déterminant, c'est un système de vérification. Il annonce la couleur, si vous voulez, et il s'assure que toutes les autres pièces qu'on ajoutera seront compatibles. je vois. Par exemple, si on veut ajouter un adjectif comme « belle », le déterminant « une » nous force à choisir la bonne version. Une belle maison. Sans ce déterminant, la structure serait plus fragile. D'accord, c'est une sorte de code de compatibilité. Et à partir de cette brique de base, on peut commencer à construire, à ajouter d'autres pièces pour la rendre plus spécifique. Précisément. Comme « une belle maison de campagne ». Le nom reste le noyau, et tout le reste vient s'y greffer. Le nom, c'est l'étiquette qu'on colle sur le monde. Table, chien, idée. Et le déterminant est son partenaire indispensable qui le présente au monde. Voilà, en précisant son genre et son nombre. D'accord. Donc on a ce duo déterminant-nom, mais est-ce que toutes les briques non sont identiques? J'ai l'impression qu'une brique comme Paris ne se comporte pas de la même manière qu'une brique comme ville. Vous mettez le doigt sur une distinction fondamentale. Non, toutes les briques ne sont pas les mêmes. Il y a deux grandes familles. D'un côté, les noms communs. Les briques standards, produites en série. C'est une bonne analogie, oui. Et de l'autre, les briques de collection. Uniques. Les noms propres. Ah, les noms propres, c'est facile. C'est ceux avec la majuscule. Les exemples des sources sont clairs. Paris, Maroc, Nabil. La majuscule, c'est le signal qui dit attention, pièce unique. C'est la parfaite image. Et comme ils sont uniques, ils n'ont souvent pas besoin de déterminants. On dit Paris est grand, pas le Paris est grand. Ils sont autonomes. Exactement. À l'inverse, les noms communs, nos briques standards, désignent toute une catégorie. Un camarade, une pomme, la peur, l'imagination. Il y en a des milliers. Et eux, ils ont presque toujours besoin de leur partenaire, le déterminant, n'est-ce pas? On ne dirait pas j'ai mangé pomme, ça sonne cassé. Ça ne fonctionne pas. Il faut dire j'ai mangé une pomme ou la pomme. C'est comme si la brique standard ne pouvait pas être posée toute seule. C'est leur marque de fabrique. Le nom commun est rarement seul. Il est introduit par ce déterminant qui le cadre. C'est cette combinaison qui forme le tissu de nos phrases. Parfait. On a nos briques, on sait les personnaliser. On peut donc construire une phrase entière. La belle maison a un grand jardin. Oui, Maintenant, si je veux continuer à parler de cette maison, le problème de la répétition arrive très vite. La belle maison est orientée sud. La belle maison coûte cher. C'est lourd. c'est robotique, oui. Alors, la langue a une boîte à outils pour ça. La première solution, la plus simple, c'est une pièce de remplacement, le pronom personnel. Ah oui. Au lieu de réutiliser la belle maison, on la remplace par une petite brique neutre qui veut dire la même chose. Donc je dis simplement
Elle a un grand jardin, elle est orientée sud. Le L est un substitut à un joker. Exactement. C'est rapide, efficace, ça allège le texte. Mais ce n'est que le début. Parce que ça résout la répétition, mais ça ne connecte pas vraiment les idées. On a toujours des phrases courtes, posées les unes à côté des autres. Deux murs séparés. C'est tout à fait ça. On n'a pas encore fusionné les deux murs en une seule structure plus grande, plus intéressante. Et comment on fait alors? C'est là qu'on sort les pièces les plus ingénieuses de la boîte à outils, les connecteurs articulés. Ce sont les pronoms relatifs. Les sources en listent 4 principaux. Qui, que, où, dont. Leur rôle n'est donc pas juste de remplacer? Non, leur rôle c'est de relier, de brancher une idée sur une autre. Ah, voilà où ça devient passionnant. Je note une phrase dans les documents qui dit qu'ils n'ont pas de sens propre, mais seulement une fonction grammaticale. Oui, Présente quelque chose, ce sont des charnières, des articulations, des pièces purement mécaniques. c'est ça. Une charnière Lego seule ne ressemble à rien, mais c'est elle qui permet de construire une porte qui s'ouvre. Sans ces connecteurs, on serait condamné à des phrases simples. J'ai acheté une maison, la maison est belle. C'est factuel, mais c'est plat. Absolument. Grâce aux pronoms relatifs, on fusionne les deux. J'ai acheté une maison qui est belle. C'est plus fluide, plus élégant. Et cette élégance, ce n'est pas juste esthétique, n'est-ce pas? Ça change la façon dont l'information est perçue. Bien sûr. En reliant les idées, on crée une hiérarchie. Dans la maison que j'ai achetée est belle, l'information principale, c'est que la maison est belle. Le fait que je l'ai acheté devient une information secondaire, une précision. Exactement. Ces petits mots sont des outils de clarification incroyablement puissants. Ils guident l'attention de celui qui écoute. D'accord. On a donc 4 de ces charnières magiques. Qui, que, où, dont. Comment savoir laquelle utiliser? J'imagine qu'on ne peut pas les interchanger. C'est là que ça se corse pour beaucoup de gens. C'est logique, mais ce n'est pas si compliqué si on regarde la mécanique. Le choix de la charnière dépend du rôle que jouait la brique que l'on remplace. Il faut regarder sa fonction. Alors, allons-y pas à pas. Commençons par les deux plus courants, qui et que. D'accord? La règle est simple. On utilise qui quand le mot que l'on remplace est le sujet de l'action qui suit. Le qui, c'est celui qui fait l'action. Le faiseur. Le faiseur, voilà. Exemple. Je regarde le chien. Le chien aboie. Dans la deuxième phrase, le chien est sujet, c'est lui qui aboie. On connecte donc avec qui. Je regarde le chien qui aboie. D'accord. Et que? On n'utilise que pour remplacer le mot qui subit l'action. C'est le complément d'objet direct, le COD. Celui qui se fait agir dessus. C'est ça. Si on a j'ai lu un livre, j'ai aimé ce livre, on dira j'ai aimé le livre que j'ai lu. Le livre subit l'action d'être lu. Ça le paraît clair sur le papier. Sujet égale qui, objet direct égale que. Mais dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de se poser la question. N'y a-t-il pas une manière plus intuitive de le sentir? Si, bien sûr, avec la pratique, ça devient un réflexe. Le truc intuitif, c'est que qui est presque toujours suivi d'un verbe le chien qui aboie, Ah oui, alors que est presque toujours suivi d'un sujet différent, le livre que je lis. c'est une bonne astuce. La théorie construire l'intuition. Passons aux deux autres ailes. Où et dont. On reste sur la même logique. Où est le plus simple? C'est le connecteur GPS. Le GPS. Oui, il remplace un complément qui indique un lieu ou un temps. Voici la boulangerie où j'achète mon pain. Ou pour le temps, l'année où tu es né. D'accord. Où, c'est la charnière de la localisation. Il nous reste dont, souvent perçu comme la bête noire. Et pourtant, sa règle est peut-être la plus simple, car elle repose sur un seul indice. On utilise dont pour remplacer un mot ou un groupe de mots introduit par la préposition de. Ah, il suffit de repérer le de. C'est un signal lumineux. Je te présente mon voisin. Je t'ai parlé de ce voisin. Le verbe est parler de. Le de est là. Donc on dira, Je te présente le voisin dont je t'ai parlé. donnez-nous un autre exemple, peut-être un qui est plus piégeux. Bien sûr, avec un nom. C'est un artiste. J'admire le talent de cet artiste. La phrase correcte sera « C'est un artiste dont j'admire le talent ». Et pas que j'admire son talent. Surtout pas. C'est le « de » qui commande. C'est un système de 4 outils ultra spécialisés. Il suffit d'identifier la fonction pour choisir la bonne pièce. Et c'est vraiment ça la différence entre un tas de briques et une construction articulée. Exactement. Alors, récapitulons notre montage. On est parti de la plus petite brique, le duo non déterminant qui forme le groupe nominal. On a vu qu'il existait des briques standards et des éditions limitées. Les noms communs et les noms propres. C'est ça. Puis on a découvert les outils pour éviter la répétition.
D'abord le joker, le pronom personnel, Oui. et enfin les pièces maîtresses, les pronoms relatifs, ces charnières qui ne se contentent pas de remplacer mais qui fusionnent les idées. Et ce que cette analyse révèle, au-delà des règles, c'est l'architecture de la pensée. Ces structures ne sont pas des contraintes pour nous embêter, elles sont l'ossature qui permettent à nos idées de s'articuler de manière claire et nuancée. Elles permettent de guider l'attention, de mettre l'accent sur ce qui est important. Absolument. C'est toute la différence entre un simple énoncé de faits et une narration captivante, entre un tas de briques et un château. On va donc laisser chacun avec une petite mission d'exploration. La prochaine fois que vous lirez une phrase un peu longue, que ce soit dans un roman ou un article, essayez de repérer ces connecteurs. C'est qui, que, où, dont. Oui, essayez de voir non seulement ce qu'ils connectent, mais comment ils le font. Comment l'auteur les utilise pour vous emmener exactement là où il le souhaite. On pourrait bien commencer à voir les fils invisibles de l'architecture du langage absolument parfaite.